Bienvenue sur Histoire du Temps. Avant de commencer cette belle histoire, nous vous prions de rester confortablement installés et de prendre 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne. Merci. Lorsque 3 hommes adultes ont humilié une mère en difficulté en public, personne n'a dit un mot jusqu'à ce qu'un combattant de MMA en hoodie décide que le silence n'était pas une option. Travon Miles ne voulait pas être vu cet après-midi-là. Pas par des fans, pas par des entraîneurs, pas par n'importe qui. Il était épuisé mentalement et physiquement après 5 jours consécutifs de séances de sparring et de pression médiatique. Les recruteurs de l'UFC avaient commencé à s'intéresser à lui et son entraîneur ne cessait de lui répéter « un mauvais geste, très » et ses retours aux cartes régionales. Alors, il baissait la tête, enfilait son hoodie et traversait la ville pour se rendre dans un endroit où personne ne connaissait son nom, à Fremont Street à Stockton, Californie. Il n'était pas là pour un caddie rempli, juste des œufs, du gruau, du lait d'amande et quelques boissons pour la récupération musculaire. Rien de spécial. Il évitait à peine le regard du caissier en entrant. Ses écouteurs ne jouaient même pas de musique, il les portait simplement pour que personne n'essaie de lui parler. Tout ce qu'il voulait, c'était une sortie silencieuse. Le magasin était pratiquement vide, ce qui lui convenait parfaitement. 2 adolescents se disputant sur des pizzas surgelées, quelques personnes âgées regardant des produits frais et un bébé qui pleurait quelque part au loin. Travon se déplaçait comme un fantôme, restant près des murs, la tête baissée, son sac de sport jeté sur une épaule. Ce n'est que lorsqu'il s'approcha de la zone de caisse automatique que son rythme ralentit. Il y avait un bruit, ce n'était pas juste du bruit, c'était un ton, du sarcasme mélangé à de la cruauté, suffisamment fort pour attirer l'attention, mais juste en dessous du seuil du harcèlement, assez fort pour faire sentir à la victime qu'elle était piégée sans aide. Une femme, la vingtaine avancée, cheveux châtains attachés en queue de cheval, un hoodie gris avec une tache de décolorant sur la manche, se tenait à la caisse avec un tout petit sur la hanche. Elle essayait de scanner un paquet de couches et une boîte de céréales. Son petit garçon, probablement âgé de 2 ou 3 ans, yeux écarquillés, reposait sa tête sur son épaule. Derrière elle se tenaient 3 hommes adultes, riant. L'un d'eux, un homme à la carrure épaisse, coupe de cheveux courte, portant des shorts cargo en mars, tenait une boîte de haricots et la jetait dans son caddie comme s'il jouait à un jeu. « Regarde, je le fais aussi. Et, dame, tu penses qu'ils vont me donner des points de fidélité si je fais un clin d'œil au caissier ?» Un autre intervint, prétendant être offensé. « Allez, laisse-la tranquille, mec, elle apprend juste à son gamin comment bosser dès le matin, respecte le hustle. » Ils éclatèrent tous de rire. Les yeux de la caissière se dirigèrent vers eux, mais elle ne dit rien. Le reste du magasin faisait comme si rien ne se passait. Travon s'arrêta près de la fin du rayon des produits surgelés, juste après les boissons énergétiques. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour voir la scène de côté. La mère ne criait pas, ne se défendait pas. Elle baissait simplement la tête, fouillant dans son portefeuille, murmurant quelque chose à son fils, peut-être pour le calmer. Ses mains tremblaient. Travon avait été élevé par une femme comme elle, une femme qui n'avait jamais eu le luxe de se défendre en public, une femme qui avait avalé sa fierté plus de fois qu'elle ne l'aurait dû pour nourrir ses enfants et garder les lumières allumées. Il resta là un moment, pris entre 2 instincts, prendre ce qu'il était venu chercher et partir tranquillement, ou dire quelque chose. Il baissa les yeux vers son hoodie, trempé de sueur après l'entraînement, et ses poings calleux. Ce n'était pas un ring, il n'y avait ni gants, ni arbitre, ni public, mais la ligne avait déjà été franchie. Le 3e homme fit un bruit avec sa bouche, un bruit de baiser bruyant dirigé vers la mer. « Hé, ma belle, passe ta carte 2 fois, une pour le gamin, une pour moi. » Travon souffla par le nez. Il tourna à gauche, laissa son sac tomber au sol derrière un congélateur réfrigéré et se dirigea, silencieux et déterminé, vers la scène. Personne ne le remarqua au début. Pas encore. Mais quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il tourna le coin près du rayon des produits surgelés, la mère ne tressaillit même pas. On pouvait voir que ce n'était pas la première fois. Pas aujourd'hui, peut-être, mais pas même cette semaine. Elle bougeait comme quelqu'un qui avait appris à se faire petite lorsque les choses devenaient bruyantes. Elle tendit à nouveau la main vers sa carte de débit avec des doigts tremblants, son fils toujours accroché à son cou, les yeux écarquillés et confus. Travon s'arrêta à quelques pieds du groupe d'hommes, assez près pour tout entendre, assez près pour qu'ils l'aperçoivent, mais ils ne le remarquèrent pas. Pas encore. L'homme aux cheveux courts se pencha plus près du chariot de la mère, en touchant une miche de pain. « Regarde tout ça, des trucs bio. Je suppose que le gouvernement a bon goût maintenant. » C'est alors que Travon prit la parole, juste 2 mots, calme,
posé et contrôlé. Les hommes se tournèrent lentement, s'attendant à voir un vieil homme ou un client timide. Ils n'étaient pas prêts à voir Travant Miles. Il se tenait là, les bras détendus, une main toujours dans la poche de son hoodie, les yeux fixés sur l'homme à l'avant, ni en colère, ni souriant, juste là, d'une manière qui faisait comprendre qu'il n'était pas là pour partir. L'homme en cargo short haussa les sourcils. « Tu nous parles. »« Je t'ai dit de reculer, » répéta Travant. « Laisse-la payer en paix. » La mère leva les yeux pour la première fois, surprise. Elle cligna des yeux, comme si elle ne savait pas si elle devait dire quelque chose ou rester silencieuse. L'homme le plus proche d'elle éclata de rire. « Occupe-toi de tes affaires, mec. » Travant fit un pas en avant, toujours calme, toujours tranquille. « Mes affaires, c'est de voir 3 hommes se comporter comme des gamins de lycée autour d'une mère qui essaie d'acheter de la nourriture pour son enfant. Donc ouais, c'est maintenant mes affaires. » Un instant, personne ne bougea. Le 3e homme, celui qui avait fait le bruit de baiser, se déplaça maladroitement, jetant un regard vers les caisses. « Mec, il essaie juste de flexer, laisse tomber. » Mais l'homme en cargo short ne reculait pas. Son orgueil ne le laisserait pas. Il gonfla un peu la poitrine et s'avança. « Écoute, je sais pas qui tu penses être, mais personne n'a peur d'un mec de la salle de gym en survêt. » Travant ne cligna même pas des yeux. « Je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous arrêter. » Le magasin était étrangement silencieux. Le couple âgé à la caisse s'était arrêté en plein scan. Les 2 ados qui se disputaient au sujet de la pizza étaient figés près du rayon de bonbons, regardant la scène comme s'il assistait à un événement pay-per-view. L'un d'eux a même sorti son téléphone. Le gars en short cargo a jeté un coup d'œil au téléphone puis retourna son regard sur Travant. C'est à ce moment-là que ça a fait tilt. Il était en train d'être filmé. La pression venait de changer. Il ne voulait pas avoir l'air faible, ni devant ses amis, ni en ligne, alors il a fait ce que les gens comme lui font toujours quand ils sont embarrassés. Il a intensifié la situation. Il a poussé Travant violemment. Ce n'était pas un coup précis, pas même bien chronométré, juste une poussée rageuse dans la poitrine, destinée à dire « recule ». Mais Travant ne bougea pas. Il ne trébucha pas, il l'absorba comme quelqu'un qui a déjà pris bien pire. Pendant une demi-seconde, il ne dit rien, il fixa les mains de l'homme comme s'il les analysait. Puis la main de Travant s'éleva, non pas pour frapper, mais pour attraper le poignet de l'homme, le tordre et le verrouiller. Une seconde plus tard, il le fit tomber sur un genou avec un simple et fluide mouvement de son épaule. L'homme grogna de douleur, mais il n'était pas gravement blessé. Travant se pencha près de lui et dit suffisamment fort pour être entendu. « Je pourrais en finir en 3 secondes, mais je ne suis pas ici pour ça. » Il le lâcha et recula. Partez tous les 3. Les 2 autres hommes n'étaient plus aussi courageux. Ils attrapèrent leur ami par les épaules et commencèrent à le tirer loin, marmonnant des insultes. Les téléphones étaient toujours levés, les chuchotements étaient devenus des commentaires en pleine voix. Travant s'en fichait. La mère était figée, toujours tenant son fils. Travant se tourna vers elle, adoucit sa voix et demanda « Ça va ?» Elle hocha lentement la tête, les larmes montant mais refusant de tomber. Son fils cachait son visage dans son cou. « Tu n'as pas à me remercier », ajouta Travant. « Continue de payer et rentre chez toi en sécurité. » Mais le silence allait bientôt être brisé par quelque chose de bien plus puissant. À ce moment, au moins 5 téléphones enregistraient. On pouvait entendre de faibles murmures de clients commentant ce qui venait de se passer, comme s'ils regardaient un live stream. Un gars chuchota, « Ce mec vient de le plier comme du linge. » Un autre répétait sans cesse, « J'ai tout filmé, j'ai tout filmé. » Mais Travant ne regardait pas la foule. Ses yeux étaient toujours fixés sur la mère, Alissa, qu'il allait bientôt apprendre à connaître, et le petit garçon pressé contre son épaule. Elle ne savait pas si elle devait finir de payer ou tout laisser derrière et courir. Ses mains flottaient maladroitement près du lecteur de cartes, figées dans cet espace où l'adrénaline se heurte à l'incrédulité. Enfin, la caissière parla. « C'est bon, maman, tu peux y aller. Personne ne va te déranger maintenant. » Alissa regarda autour d'elle, comme si quelqu'un allait lui crier dessus pour continuer. Puis presque mécaniquement, elle glissa sa carte BT. Le bip d'approbation résonna plus fort que d'habitude. Travant la regarda essayer de ramasser ses courses tout en équilibrant son fils en même temps. L'enfant avait enroulé ses bras autour de son cou comme s'il ne la lâchait pour rien au monde. Elle attrapa un sac en papier,
mais sa prise échoua, et une boîte de céréales tomba au sol, se déversant juste assez pour la faire paniquer. Sans un mot, Trevon s'avança, se baissa et commença à ramasser les morceaux, sans se précipiter, sans rien jouer. Il le faisait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Une des femmes âgées près de la poussa un petit cri, non pas à cause du nettoyage, mais de ce qu'il dit ensuite. « Tu n'as de compte à rendre à personne pour avoir survécu. » Alyssa baissa les yeux vers lui, les yeux brillants, les paupières rouges. « Quoi ?» Il se leva et lui tendit le sac. « Tu n'as pas à expliquer à qui que ce soit pourquoi tu as besoin d'aide. » Il marqua une pause, une vraie pause, celle qui laisse le poids s'installer dans la pièce. Puis doucement, elle répondit. « C'est difficile quand ils te traitent comme si tu volais juste pour essayer de nourrir ton enfant. » Trevon hocha une fois la tête. Ils ne te connaissent pas, et ils n'ont aucune importance. Le petit garçon finit par jeter un coup d'œil à Trevon au-dessus de l'épaule de sa mère, ses grands yeux bruns, son pouce toujours dans sa bouche. Trevon lui fit un petit sourire. « Tu as un nom. » Elle ajusta sa prise. « Oui, Malachi. » Trevon regarda le petit garçon. « Il a de la chance de t'avoir, Alyssa. » Elle cligna des yeux. « Comment tu sais mon nom ?» Il inclina la tête vers l'écran du lecteur de cartes. « Ça a apparu quand tu as payé. » Un léger sourire se forma sur son visage. « Eh bien, tu as de bons yeux. » Quelques personnes commencèrent à applaudir près de la fin du rayon. Trevon détesta ça, non pas parce qu'il n'appréciait pas le soutien, mais parce que ça donnait l'impression que tout cela n'était qu'un spectacle, et ce n'était pas le cas. Il se tourna légèrement vers eux et leva une main, pas de façon agressive, juste pour signaler que ce n'était pas pour des applaudissements. « Est-ce que quelqu'un peut l'aider à rejoindre sa voiture ?» demanda-t-il. Elle a les bras pleins. Une grande femme en uniforme de médecin s'avança sans hésiter. « Je m'en occupe. » Alyssa regarda à nouveau Trevon, cette fois avec quelque chose de différent. Pas de gratitude, pas de gêne, juste une reconnaissance silencieuse. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. » Il leva un sourcil. « À quoi tu t'attendais ?» Je ne sais pas, pas quelqu'un qui riposte sans jeter de coups. Il faillit rire. Tu serais surprise de voir à quoi ressemble le combat en dehors de la cage. Malachi tira la manche de sa mère. Elle baissa les yeux et hocha la tête. Oui, bébé, on rentre à la maison. Elle se tourna pour partir, la nounou la suivant, ses courses dans un bras, son fils dans l'autre. Trevon resta là, la boîte de céréales toujours partiellement écrasée dans sa main. Quelqu'un derrière lui demanda « Yo, c'est quoi ton nom ?» Il ne répondit pas. Pas encore. Mais le moment était déjà plus grand que son nom. Trevon ne retourna pas chercher son panier. Il ne prit même pas les boissons protéinées qu'il était venu chercher. Il marcha simplement jusqu'à la fin de la ligne de caisse et se plaça contre le mur, regardant Alyssa disparaître à travers les portes automatiques, avec la nounou derrière elle. Le responsable était déjà sur sa radio pour appeler la sécurité, demandant si la police devait être contactée. La réponse fut oui, chaque altercation physique, même si elle dure quelques secondes, entraîne un rapport. Trevon ne se disputa pas, il s'assit sur un banc près de là. Les coudes sur ses genoux, son hoodie toujours sur la tête, il sortit son téléphone et fixa l'écran, comme s'il pouvait y trouver des instructions. Des notifications arrivaient à toute vitesse. Quelqu'un avait déjà posté une courte vidéo du moment où il avait maîtrisé l'autre gars, et ça se répandait rapidement. Ça ne l'intéressait pas. Un policier trapu arriva quelques minutes plus tard, regarda autour de lui, légèrement essoufflé, et désigna Trevon. « Tu es celui qui a arrêté la bagarre. » Trevon se leva, les mains visibles, pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que ça rendait les choses plus simples. « Ouais, c'est moi. » L'officier cligna des yeux, surpris par la calme de Trevon. « Tu lui as fait mal. » « Non, et je ne lui ai pas fait de mal non plus, j'ai juste contrôlé la situation. » Le responsable du magasin intervint derrière. « Tout est enregistré, il n'a rien fait d'inutile. » L'officier scruta le visage de Trevon pendant un moment, puis écrivit quelque chose dans son petit carnet. « Puis-je voir ta carte d'identité ?» Trevon la lui tendit. L'officier regarda la carte et eut un petit sursaut. « Tu es ce combattant, Trevon Miles, je t'ai vu à la télé. » Trevon esquissa un demi-sourire. « Ça arrive parfois. »« Eh bien, dit l'officier en lui rendant sa carte d'identité, tu as sauvé cette femme de quelque chose de vraiment moche. »
On va faire un rapport juste pour l'archiver, mais tu n'es pas en tort. Trévon acquiesça. Merci. Alors que l'officier s'éloignait, un des employés du magasin s'approcha, toujours avec son téléphone. Eh mec, t'as vraiment dit ce truc à propos de ne pas devoir expliquer pourquoi on survit. Trévon leva les yeux. Ouais, elle a pleuré quand je l'ai dit. Le salarié le regarda un instant, comme s'il voulait dire quelque chose d'autre, puis hocha la tête et s'éloigna. La phrase « tu ne dois d'explication à personne pour survivre » faisait déjà le tour. Les gens la citaient, la republiaient avec leurs propres histoires. Des histoires de maman, de papa, de vétérans, d'enfants, de ceux qui ont été réduits à rien pour avoir eu besoin d'aide. Et pourtant, Trévon ne parla pas à la caméra, ne posta pas de suivi, ne chercha pas à capitaliser sur le moment. Ce n'était pas pour ça qu'il était intervenu. Il quitta le magasin 30 minutes plus tard. Le parking était plus calme, l'air plus frais, il n'y avait plus de foule, juste quelques voitures qui passaient, inconscientes de ce qui venait de se passer à l'intérieur. Près du coin du parking, une vieille berline rouillée se gara. Alissa était dans le siège passager, Malachi endormi dans ses bras. L'infirmière conduisait. Elle baissa la vitre et fit un signe de la main. Trévon s'approcha. Alissa le regarda et dit « Il s'est enfin endormi. » Trévon sourit. Il a l'air paisible. Il est toujours comme ça après avoir pleuré, c'est comme s'il se vidait. Elle hésita avant d'ajouter « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un m'aide, pas dans un endroit comme ça. »« Tu n'as pas à Y attendre, répondit Trévon. Mais je comprends, je me suis senti petit aussi. Elle admit dans un murmure presque inaudible, comme si je n'avais pas ma place là-bas. Tu avais plus ta place là-bas qu'eux, répondit Trévon. Elle expira comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Je ne sais pas si des gens comme toi savent ce que ça signifie intervenir comme ça. Il secoua la tête. Je n'ai rien fait de spécial, je n'ai juste pas fait semblant de ne pas te voir. Elle hocha la tête, cette fois sans larmes, juste une compréhension silencieuse. Puis elle dit « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Je ne suis pas grand-chose, mais je fais un sacré bon coblé à la pêche. » Trévon eut un petit rire. « C'est tentant. » Un moment passa, puis l'infirmière dit « On devrait y aller. » Alissa fit un signe de la main, la vitre se ferma et la voiture s'éloigna. Trévon resta là, les mains dans les poches de son hoodie, tandis que la voiture disparaissait dans le parking. Il ne savait pas que l'histoire ne faisait que commencer. À l'intérieur du Save-Mort, l'écho de ce qui s'était passé était toujours présent. Même si la plupart de la foule était partie, des employés se tenaient en petits groupes, prétendant remplir les rayons, mais en réalité chuchotant sur le gars qui avait mis un bully à terre comme si de rien n'était. La vidéo faisait maintenant le tour des réseaux sociaux et des pages locales, chaque post devenant un peu plus chaotique que le précédent. Trévon ne se souciait pas des gros titres, mais même lui devait admettre que les choses allaient vite. Il récupéra son sac de sport là où il l'avait laissé près de la section des congélateurs, le ferma et le jeta sur son épaule. Pendant un instant, il pensa à retourner chercher les boissons protéinées qu'il était venu acheter, mais ça lui paraissait déplacé, comme si tout ce qui était ordinaire aurait gâché la lourdeur de ce qui venait de se passer. Au lieu de ça, il sortit par l'entrée arrière, celle près de la zone de chargement, là où personne ne l'attendait avec un téléphone en main. Il croisa quelques travailleurs en pause cigarette, les yeux écarquillés. L'un d'eux leva la main pour un salut rapide, et Trévon hocha la tête en retour. C'était suffisant. Dans sa voiture, il resta là un moment, moteur éteint, téléphone face cachée sur le siège passager, sans musique, sans notification, juste le doux bourdonnement de la circulation qui passait quelques rues plus loin. Il fixa le pare-brise et pensa à quelque chose que son entraîneur lui avait dit il y a quelques mois, après une victoire. Tu sais, la chose la plus difficile avec la force, c'est savoir quand l'utiliser et quand rester immobile. Trévon n'avait jamais vraiment compris cette phrase jusqu'à maintenant. Un vibrement de son téléphone brisa finalement le silence. Il l'ignora. Puis un autre, et encore un autre. Cette fois, un appel. Il vérifia l'écran. C'était l'entraîneur Briggs. Il répondit. « Ça va ?» demanda Briggs sans dire bonjour. « Ça va. Ton nom est déjà sur TMZ. Tu veux que je gère ça ou que je laisse passer ?» Trévon soupira. « Laisse passer. Je m'en doutais. Mais tu ferais bien de te préparer pour les journalistes. T'as sauvé quelqu'un, Tré. Ça,
C'est pas rien. Je l'ai pas fait pour la couverture. Je sais, c'est pour ça que ça compte. Ils restèrent silencieux un moment, puis Briggs demanda. Tu rentres à la salle? Pas ce soir. D'accord. Je t'appelle demain. Je suis fier de toi, gamin. Trevon raccrocha. Il démarra le moteur, mais ne mit pas la voiture en marche. À la place, il pensa à Lisa, à la façon dont sa voix avait tremblé lorsqu'elle avait dit qu'elle se sentait petite et à combien de fois il avait vu sa propre mère baisser la tête dans la file, tandis que les gens derrière elle chuchotaient et jugeaient, juste pour traverser la journée sans attirer les regards. Et Malachi, ce gamin allait se souvenir de ce jour-là, pas du combat, ni de la peur, mais de la façon dont quelqu'un avait défendu sa mère sans attendre quoi que ce soit en retour. Ça comptait bien plus que n'importe quelle victoire dans l'octogone. Finalement, Trevon se rendit dans un endroit calme près de Victory Park, gara sa voiture sous un grand platane. Il sortit, marcha sur un chemin menant à un banc près de l'eau et s'assit, sans écouteurs, sans caméra, juste dans le silence. Une femme poussant une poussette passa près de lui jeta un regard hésitant, puis sourit en le reconnaissant. « T'es ce gars du magasin, » dit-elle doucement. Trevon acquiesça, incertain de ce qu'il devait dire. Elle ne s'arrêta pas, sourit encore et ajouta. « Merci de rappeler aux gens à quoi ça ressemble, prendre soin des autres. » Il ne répondit pas, se contentant de la regarder s'éloigner sur le chemin. Mais l'histoire réelle n'était pas encore arrivée sur Internet. Cette partie-là allait venir. Le lendemain matin, le téléphone de Trevon était presque inutilisable, sa batterie déchargée avant l'aube. Sa messagerie était pleine, les textos s'empilaient par centaines. Quelqu'un avait posté une vidéo nette et haute définition de toute la scène, du début à la fin, sans montage tapac sans grave-l'œil, sans musique dramatique, juste des images brutes, Trevon se levant face aux trois hommes, désamorçant la tension avec calme et maîtrise, et cette réplique maintenant célèbre. « Tu ne dois d'explication à personne pour survivre. » La vidéo faisait le tour. Reddit, Instagram, même les infos de jour. Quelques influenceurs locaux l'avaient déjà tagué, et ses comptes sur les réseaux sociaux, jusque-là remplis de clips de gym et de promotions de combat, étaient maintenant envahis de demandes pour des interviews, des podcasts, des contrats de marque. Mais Trevon ne répondait à aucune de ces sollicitations. Il était de retour à la salle de sport, en train de se bander les mains avant une session de sparring. Même routine, même sueur, même cicatrice. L'entraîneur Briggs entra, tenant une tablette. L'entraîneur Briggs entra, tenant une tablette. Ils veulent que tu sois sur Good Morning America. Trevon ne leva même pas les yeux. J'ai dit que je ne faisais pas de presse. Ce n'est pas de la presse. C'est tout un pays qui veut entendre ce que tu as à dire. Trevon termina de se bander les poignets, puis se leva. Laisse la vidéo parler. Briggs soupira et posa la tablette sur le banc. Je comprends, mais c'est différent. Tu n'as pas seulement gagné un combat. Tu as donné aux gens quelque chose à quoi se raccrocher. Trevon s'assit de nouveau sur le banc. Tu te souviens quand j'avais 15 ans et que je me suis fait sauter dessus devant Ridgeview High? Briggs acquiesça. Je me souviens. Je n'ai pas frappé, j'ai pris des coups mais je n'ai jamais riposté. Tu m'avais dit ça aux urgences. La règle reste la même. Je ne me bats que quand quelqu'un a besoin de moi. L'entraîneur n'ajouta rien après cela. Pendant ce temps, Alyssa avait enfin regardé la vidéo. Un ami lui avait envoyé le lien sans prévenir, et sa première réaction avait été de la supprimer. Elle ne voulait pas revivre l'embarras. Mais la curiosité l'emporta. Elle regarda le moment où la boîte de céréales tomba par terre, vit Trevon s'agenouiller pour l'aider, entendit sa propre voix se briser à l'écran, et lorsqu'elle entendit ce qu'il avait dit, cette réplique, elle porta sa main à sa bouche. Elle n'avait même pas réalisé que des gens filmaient. Les commentaires étaient accablants. Protéger cet homme à tout prix. Elle n'a pas demandé de l'aide. Il a choisi de l'aider. Chaque enfant mérite de voir des hommes comme lui dans la vraie vie. Elle ne doit rien à personne et il lui a rappelé ça. Alyssa n'avait pas de plateforme, pas de grande audience, mais elle avait son histoire. Et 2 nuits plus tard, après avoir mis Malachi au lit, elle ouvrit l'application Notes et commença à taper. Elle écrivit comment, avant, elle n'avait pas toujours eu besoin d'aide, comment elle avait perdu son emploi lors de la 2e vague de licenciements dans une entreprise de camionnage, comment elle avait pris des quarts partiels à une laverie qui payait juste assez pour presque couvrir son loyer, comment la honte de sortir une carte de prestation en public la rongeait, et comment un jour son fils lui avait demandé s'il était détesté par les gens parce qu'il était pauvre.
Ensuite, elle écrivit à propos de Trévon, comment il n'avait pas fait de discours au brut, n'avait pas cherché à se montrer, mais était resté là, calme, comme un mur entre elle et ceux qui essayaient de la briser. Elle termina son poste avec une phrase que les gens citeraient plus tard presque aussi souvent que sa propre réplique. Certains lancent des coups, d'autres tiennent la ligne pour que les autres puissent respirer. Cela devint viral en quelques heures. Les médias locaux commencèrent à couvrir son histoire aussi, pas la version sensationnaliste, mais celle qu'elle racontait, la version humaine. Lentement, l'attention se déplaça. Ce n'était pas une histoire sur un combattant de MMA qui avait renversé un agresseur. C'était une histoire sur ce que cela signifie être là pour quelqu'un lorsque le monde détourne le regard. Trévon n'a jamais commenté le post, mais il l'a lu 2 fois. Cependant, le moment le plus significatif n'était pas encore arrivé, et il n'y avait ni caméra ni foule pour le capturer. Une semaine passa. Le bruit ne disparut pas complètement, mais il se fit plus silencieux. Les hashtags ralentirent, les demandes des médias se tournèrent vers de nouvelles histoires. Comme toujours, le monde avança. Mais Trévon, lui, ne bougea pas. Il ne poursuivait pas l'attention. Sa vie retrouva son rythme habituel. Les matins tôt, les séances de sparring, les courses en solo dans les rues de Stockton avant l'arrivée de la circulation. Il avait eu son lot de grands moments dans la cage, mais aucun d'eux ne s'était accroché à sa poitrine de la même manière que celui-ci. Un vendredi après-midi, il se gara sur le parking d'un petit centre communautaire près de Charterway. Il n'était pas prévu qu'il prenne la parole ou entraîne qui que ce soit. Il venait juste déposer des chaussures et des gants légèrement usagés, des affaires que les jeunes combattants pouvaient utiliser. Il n'avait pas besoin de reconnaissance. Il voulait juste les laisser là et partir. Mais en s'approchant de la réception, une voix familière attira son attention. « Trévon » dit Alyssa. Il se tourna. Alyssa se tenait près de l'entrée de la salle de jeu, un classeur sous un bras et Malachi à ses côtés, tenant une boîte de jus. Elle sourit, comme s'ils s'étaient simplement croisés dans un café, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il sourit aussi. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je fais du bénévolat le vendredi. Ils ont un cours pour parents et j'aide avec les inscriptions. C'est un peu chaotique, mais ça se paye en boîte de jus et crayons. » Malachi s'avança et tira sur le pantalon de Trévon. « Tu as aidé ma maman. » Trévon baissa les yeux. « Ouais, je suppose que j'ai fait ça. » Le gamin hocha la tête une fois, solennel, comme s'il recevait une médaille, puis il retourna à son jus. Alyssa rit. Il s'est entraîné toute la semaine pour ça. Il voulait te le dire lui-même. Eh bien, dit Trévon en se baissant, il a bien fait. Elle regarda le sac dans sa main. Tu déposes des affaires. Ouais, j'ai plus de matériel que je n'en aurais jamais besoin. Je me suis dit que quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. C'est ton truc, hein? Donner discrètement. Trévon haussa les épaules. Ce n'est pas toujours la publicité qui aide. Elle acquiesça. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de ne rien devoir à personne comme explication. J'avais jamais entendu quelqu'un dire ça, pas comme ça. Il la regarda dans les yeux. Je le pensais. Je sais, et maintenant, je le crois. Elle marqua une pause, pas gênée, juste calme, puis ajouta. Je suis en train d'écrire plus ces derniers temps, des petits posts, des trucs sur ma vie, sur le fait d'être maman. Les gens les lisent. Tu écris bien. Il dit, le dernier que tu as posté, ça m'a vraiment frappé. Ses yeux s'illuminèrent. Tu l'as lu. Ouais, mais je n'aime pas ni commente. Je ne fais pas ça non plus, mais je l'ai lu. Elle sourit plus largement, puis regarda Malachi qui poursuivait un petit bout de poussière près du plinthe. Tu sais, dit-elle, avant, j'avais tellement honte d'aller dans des endroits comme ça. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que j'explique comment j'étais arrivé là, mais maintenant, je marche juste dedans, sans histoire, sans excuse. Trévon hocha la tête. C'est ça, la vraie force. Elle le regarda. C'est ce que tu enseignes aux enfants que tu entraînes. Il réfléchit un instant, puis répondit, le combat, c'est juste la surface. La discipline, l'état d'esprit, c'est ça qui change les gens. Ils restèrent un moment en silence, puis Alyssa sortit une feuille pliée de son classeur. J'ai écrit ça pour Malachi, c'est un peu une lettre, un peu une promesse. Je veux qu'il sache que survivre est un insigne, pas un fardeau. Elle la lui tendit. Tu peux la garder,
Tu m'as rappelé. Il prit la feuille, la regarda, puis la plia délicatement et la glissa dans sa poche de veste. Malachi tira sur la manche de sa maman. On rentre à la maison maintenant. Ouais, bébé, on rentre. Trévon les regarda, cette maman et son fils, non pas comme un moment viral, mais comme une famille qui avance ensemble.